Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 64 du 23 décembre 2024, épisode que j'enregistre un petit peu à l'avance parce que j'avais envie de partager avec vous certaines choses qui me paraissent importantes avant de faire ma retraite annuelle. Parce que pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, vous le savez probablement, vous êtes au courant, mais ceux qui le découvrent pour la première fois, je vous explique en bref pourquoi autour du solstice d'hiver, je prends quelques jours pour faire une retraite annuelle. C'est parce que tout simplement, le solstice d'hiver, c'est la période de l'année, en tout cas dans l'hémisphère nord, c'est la période de l'année où les nuits sont les plus longues et où les jours sont les plus courts. Et symboliquement, on pourrait se dire que s'il y a beaucoup plus de temps d'obscurité que de temps de lumière, c'est peut-être une invitation que la nature nous fait de plonger à l'intérieur de nous, tout simplement. C'est-à-dire de s'éloigner, de faire un petit peu abstraction à ce qui est éclairé par la lumière du jour, mais qui est beaucoup plus courte que la lumière de la nuit, et de prendre l'occasion de cette nuit qui invite à l'introspection pour faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Alors, ma voix est peut-être un petit peu enrouée parce qu'effectivement, j'ai pris froid ces derniers jours, bon, ce qui est un petit peu normal dans l'hémisphère nord. Il fait froid en hiver, hein, vous le savez, alors que dans l'hémisphère sud, en décembre, c'est le plein été. Mais bon, je suis dans l'hémisphère nord, donc je suis un petit peu enroué et un petit peu mal en point, mais bon, voilà, c'est comme ça, et je vais faire avec. Donc, pour revenir à cette retraite, c'est une chose d'ailleurs que je vous recommande de faire aussi pour vous, parce que je dirais que c'est la meilleure période de l'année pour tirer un bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé cette dernière année. Et c'est un bilan, je dirais, que je vous invite à faire sans aucun jugement. Il ne s'agit pas de vous flageller, il ne s'agit pas de dire « oh là là, qu'est-ce que j'ai été nul dans ce secteur, etc. » Mais il s'agit simplement, comme je le fais d'ailleurs de façon annuelle depuis pratiquement une trentaine d'années maintenant, de dire « ok, regardons tous les plans de mon existence et regardons aussi peut-être les objectifs que je m'étais fixés l'année dernière lors de ma retraite, mais si vous n'aviez pas d'objectif, c'est pas grave. Regardez comment les choses se sont passées pendant ces 12 derniers mois, sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan créatif, sur le plan professionnel, sur le plan je dirais, spirituel, sur le plan de votre contribution à la communauté humaine, c'est-à-dire prenez chaque dimension de votre existence et regardez ce que vous avez fait de votre vie ces 12 derniers mois. Je rappelle encore une fois, mais ça je le dis assez souvent, que malgré le fait qu'on dit que le temps c'est de l'argent, moi je dirais surtout, le temps, c'est de la vie. Et de regarder de façon bienveillante et de façon neutre, sans jugement, ce que nous avons fait de notre vie ces 12 derniers mois, ça peut être vraiment très instructif et très enrichissant pour éventuellement prendre des résolutions pour les 12 mois qui viennent. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas beaucoup de mes nouvelles dans les 15 prochains jours. C'est parce que je vais faire le bilan sur tous ces plans-là avant de reprendre mon activité. C'est-à-dire que pour moi, la période de fin d'année, la période
que l'on dit les fêtes de fin d'année, de Noël jusqu'à la nouvelle année. Et Dieu sait si au Québec, c'est une période très intense au niveau des parties. Eh bien moi, je suis vraiment très aux antipodes de cette dynamique, parce que pour moi, c'est pas une période de fête. Pour moi, c'est beaucoup plus une période d'introspection, de réflexion, de bilan, qui est très en résonance avec l'énergie du moment. Parce que si la lumière occupe le moins de temps dans une journée et l'obscurité 2 fois plus de temps que la lumière, bon, ça dépend évidemment des latitudes, mais en général, dans des latitudes comme le Québec, la France, la Belgique, etc., on a 8 heures de clarté pour 16 heures de noirceur. Alors que le 21 juin, donc dans 6 mois, on aura le contraire, c'est-à-dire qu'on aura 16 heures de clarté et 8 heures d'obscurité. Et ce qui veut dire aussi que ce moment du solstice d'hiver, pour l'hémisphère nord évidemment, c'est une période où on se prépare à accueillir la progression de la lumière, c'est-à-dire l'élargissement du créneau pendant lequel il y aura de la clarté, c'est-à-dire c'est la renaissance de la lumière, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et c'est vraiment très important, et pour moi c'est vital, c'est essentiel de profiter de ce moment très particulier de l'astronomie, je ne parle pas d'astrologie, là, je parle vraiment d'astronomie, pour prendre ce temps d'introspection et de me préparer à quelles seront mes actions et quels seront mes positionnements, quelles seront mes attitudes, quels seront mes comportements pour l'année qui s'en vient, pour les 12 mois qui s'en viennent. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? C'est parce que si vous êtes attentif à ce qui se passe actuellement dans le monde, il y aurait beaucoup de raisons de désespérer, de déprimer et de devenir de plus en plus pessimiste, voire se sentir complètement impuissant, désespéré de l'évolution des choses. Et je vous le redis encore une fois, ce n'est pas parce que Trump a été élu que je suis plus optimiste. Je ne suis pas optimiste. C'est clair. Et en même temps, ma réflexion, c'est de me dire, ok, tout est en train de s'effondrer pour l'instant dans le monde, et qu'est-ce que moi je peux faire individuellement, à mon échelle ? Ce que je peux faire essentiellement, c'est 2 choses. La première, c'est veiller à ne pas diffuser dans l'égrégore planétaire des énergies de peur, des énergies de colère, des énergies négatives qui ne feraient que aggraver la situation planétaire. Et ça, je crois que nous pouvons tous nous dire que nous avons une véritable responsabilité individuelle à ce niveau-là. C'est-à-dire que, quelles que soient les manœuvres d'ingénierie sociale que l'élite mondiale est en train d'essayer de mettre en place ou continue à mettre en place, parce que bon, les manœuvres, ils les mettent en place, ils n'essayent pas, ils les mettent en place pour maintenir les populations dans un état de peur permanente. Alors, quand ce n'est pas la peur d'un virus imaginaire qu'ils ont baptisé le SARS-CoV-2, c'est la peur de la variole du singe, maintenant c'est la peur de la grippe aviaire,
Alors quand ça ne marche plus, on revient avec la peur de la menace climatique et de la fin des temps, de la fin de l'humanité à cause d'une augmentation du taux de CO2, etc., comme si le CO2 était responsable du réchauffement climatique. Et quand tout ça ne marche pas, eh bien, il y a la peur d'une troisième guerre mondiale avec je dirais, un processus où la guerre entre la guerre entre l'OTAN et la Russie sur le champ de bataille qu'est l'Ukraine risque de dégénérer en un conflit mondial ou même un conflit nucléaire qui éradiquerait une bonne partie de la population. Et quand on ne veut pas nous rendre, je dirais, effrayés par toutes ces choses-là, ils ont sorti la dernière carte de leur jeu, enfin la dernière carte non, mais en tout cas la carte suivante de leur jeu, qui est de commencer à nous effrayer sur une invasion extraterrestre qui est tout aussi fake, qui est tout aussi bidon que ne le sont toutes les autres manœuvres d'ingénierie sociale. Donc en fait, tout est fait pour nous maintenir de façon permanente dans la peur. Et c'est là que nous avons vraiment une responsabilité individuelle qui consiste à dire « moi je ne joue plus. Je ne nourris plus la matrice avec mon énergie de peur, d'inquiétude, d'anxiété, de colère, de dépression, de tristesse. Je ne joue plus. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image extrêmement forte dans le premier épisode de Matrix, donc la matrice, où à un moment donné, on voit, et je vous mets l'image à l'écran, où on voit des millions d'êtres humains en train d'être pompés au niveau de leur fluide vital pour nourrir la matrice. C'est exactement cela qui se passe actuellement. C'est qu'en fait, chaque fois que nous générons des énergies de peur ou des émotions, entre guillemets, désagréables, eh bien, nous sommes en train de nourrir un égrégore qui nourrit la matrice et qui permet à cette minuscule minorité de criminels génocidaires, psychopathes, milliardaires, de continuer leur forfaiture. Ça, c'est notre première responsabilité. Nous avons une deuxième responsabilité. Vous vous souvenez que dans le dernier épisode de Déchirer les voiles, il y a quelques semaines de cela, l'épisode 63, je vous parlais de participer à la révolution fractale. Et je pense que véritablement, si nous ne voulons pas tous, nous, les êtres humains de bonne volonté, si nous ne voulons pas sombrer dans la dépression, dans les envies suicidaires, dans la colère, dans la peur, etc., eh bien, il est temps que nous nous rassemblions, aussi peu nombreux que nous soyons, dans des communautés
actives qui vont mettre en place des éléments basés sur l'entraide, la fraternité, la bienveillance, le respect, l'amour. Alors, ça peut être plein d'initiatives différentes, bien entendu, mais si vous n'avez pas entendu ce que je voulais dire à travers la révolution fractale, eh bien, je vous invite à réécouter cela. Et je vais vous inviter aussi à écouter, et je pense que je vais le remettre en ligne, je vous invite à réécouter une émission que j'ai faite il y a très longtemps, c'est-à-dire fin 2019, où je vous parlais des créatifs culturels. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu cette conversation du lundi. C'était le tout début de mes conversations du lundi et je vous parlais vraiment des créatifs culturels. J'étais au bord d'un lac dans ma région, à Val-David, et je vous parlais de cette vision du fait que nous sommes beaucoup plus nombreux, nous les êtres humains, à aspirer à un autre monde que le monde que l'élite mondiale essaye de nous imposer. Et je dirais que ce que je vous disais fin 2019, c'est-à-dire exactement il y a 5 ans, est d'autant plus pertinent aujourd'hui que tous les signes de l'instauration d'un régime totalitaire sont en train de se confirmer. Donc, je pense que au cours de l'année 2025, mon rôle sera, moi aussi évidemment, de participer à des communautés locales basées sur l'entraide, la fraternité, la bienveillance, le respect et l'amour, ça c'est clair. Mais mon rôle, ce sera aussi de vous encourager de façon régulière à participer justement à ces communautés. D'ailleurs, j'ai même l'intention très probablement de refondre avec une équipe d'informaticiens, de refondre Solidarita et d'en faire un lieu où il n'y aura plus de partage d'informations négatives, mais d'en faire un lieu où les différents projets de bienveillance auront la possibilité de se présenter et où petit à petit les gens des différentes régions vont pouvoir rejoindre ces projets. Je pense que c'est la seule façon dont nous pouvons espérer saboter les plans de cette minuscule minorité de criminels, génocidaires, psychopathes, milliardaires. Je suis désolé, ma formule est de plus en plus longue, mais c'est la réalité. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, et donc je vous laisse le lien des 2 vidéos auxquelles je viens de faire allusion, c'est-à-dire le Déchirer les voiles numéro 63 qui parlait de révolution fractale, mais aussi la conversation du lundi où je vous parlais des créatifs culturels. Voilà. Maintenant, pour terminer, je voudrais remettre au sein de cet épisode l'extrait de l'émission à laquelle j'ai participé jeudi 19 décembre, où j'ai tenu une chronique qui venait, je dirais, nuancer et qui venait corriger la chronique que j'avais tenue le 31 octobre 2024. Et cette chronique du 31 octobre, si vous vous souvenez, que j'avais tenue donc dans l'autre émission de Libérer l'info, s'intitulait « Que contiennent réellement les vaccins ? Les preuves ultimes d'un génocide planétaire ». Bon, donc je vous laisse écouter ce que j'ai dit à l'émission de jeudi si vous ne l'avez pas entendu. J'en profite au passage pour vous dire que maintenant, chaque dernier jeudi du mois, vous aurez la possibilité de suivre Libérer l'info en direct
directement sur ma chaîne privée à laquelle je vous invite toujours de vous inscrire si ce n'est déjà fait, si ce n'est pas encore fait, je dirais. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose à ce que vous allez entendre et que j'ai présenté jeudi dernier, le 19 décembre. C'est que, oui, j'ai corrigé un certain nombre d'informations concernant le DTA, concernant même les propos du docteur Anna Maria Mihalcea, où je présente mes excuses à l'audience en leur disant j'étais un petit peu vite en partageant avec vous ces informations. Par contre, il y a une chose que je ne remets pas en question. C'est cette notion de génocide planétaire. Il y a une véritable intention de génocide planétaire. Donc, même si les informations apportées par le docteur Mihalcea ne sont peut-être pas correctes, sont sujettes à critique, à caution, il y a une chose que je ne remets absolument pas en question, c'est que nous sommes aux prises avec une tentative de tuer une bonne partie de la population, ou en tout cas de faire disparaître une bonne partie de la population. Et j'en veux pour preuve ce livre que je viens de recevoir. C'est un livre, alors vous voyez, c'est un livre quand même assez épais. Il fait combien il fait pratiquement 400 pages, mais vous voyez la taille de la bête. Et ça s'appelle The Pfizer Papers, qui est, je dirais, dirigé et édité par Naomi Wolf. Et ça fait état du travail d'une équipe de bénévoles qui a accepté, en fait, qui s'est porté volontaire pour lire, décortiquer et résumer les 450 000 pages de rapports que Pfizer avait voulu cacher en 2022 lorsque un avocat américain avait attaqué la FDA, donc la Food and Drug Administration, en forçant la FDA à publier les études de Pfizer au moment du développement du soi-disant vaccin anti-Covid. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, c'était en 2022. Au départ, le juge avait contraint Pfizer à divulguer je ne sais plus combien de pages par mois, ce qui faisait un total de 75 ans. Il aurait fallu attendre 75 ans pour que les 450 000 pages soient disponibles au public. Et heureusement, il y a eu un appel et finalement, Pfizer a été obligé de divulguer les 450 000 pages sans être caviardé en quelques mois. Mais évidemment, vous imaginez bien que 450 000 pages de documents avec des études, avec des statistiques, avec des tableaux de chiffres, avec toute une série de considérations juridiques, médicales, biologiques, etc., c'était quasiment mission impossible pour n'importe quel journaliste, finalement, de faire la lumière sur ce que Pfizer avait réellement fait contre la population en 2020 et début 2021. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que après la divulgation de ces 450 000 pages, alors je vous passe les détails, mais je pense que je ferai une chronique ou plusieurs chroniques à propos de ce travail dont je vais prendre connaissance, bien entendu. C'est que petit à petit, il y a 3250 volontaires du monde entier qui se sont proposés pour lire une partie de ce dossier absolument gigantesque. Et parmi ces volontaires, il y avait des médecins à la retraite, des chirurgiens à la retraite, des anatomopathologistes, des infirmiers, des microbiologistes, des épidémiologistes, des avocats,
et plein d'autres professions. Beaucoup d'entre eux étaient retraités et donc ont offert bénévolement leur temps pour résumer et tirer la substantifique moelle de ces 450 000 pages. Alors, pour l'instant, ils ont déjà élaboré 46 rapports. Ici, dans ce livre, il y a les 34 premiers rapports, donc j'imagine qu'on va avoir un deuxième tome incessamment. Mais ce que je trouve génial, c'est que, alors qu'on aurait pu craindre que ces 450 000 pages, finalement, même si elles étaient publiées, n'allaient servir absolument à rien, parce que personne n'aurait les moyens financiers et les moyens humains pour décortiquer et pour aller retirer rapidement toutes les informations sensibles qu'il était important de retirer de cela, eh bien, le miracle s'est opéré. Et ça aussi, vous voyez, c'est une révolution fractale. C'est que tout à coup, et ça, à mon avis, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples dans l'histoire jusqu'à présent, mais c'est ça le cadeau, je dirais, de ce régime totalitaire qui essaye de se mettre en place, c'est que ça réveille le meilleur de l'humanité. 3250 personnes, bénévoles, qui travaillent depuis plus de 2 ans maintenant à mettre à la disposition du grand public les informations que Pfizer et la FDA voulaient cacher pendant 75 ans. Ça, c'est extraordinaire. Et quand je vous dis que j'ai la confirmation que nous sommes dans une situation où l'élite mondiale veut absolument provoquer au minimum une diminution de la population mondiale et au pire une extinction de l'humanité et un génocide mondial, eh bien, je vais vous lire 2 petits paragraphes que je vais vous traduire sur le champ. Donc c'est dans l'introduction de Naomi Wolf où elle dit « Mais ce qui est apparu réellement de ces 46 rapports, c'est que malgré le fait que le Covid était ostensiblement une maladie respiratoire, les documents que nous avons examinés ne se focalisaient absolument pas sur l'analyse des poumons et les membranes de muqueuses, mais étaient centrés de façon régulière et permanente sur la capacité à détruire la capacité de reproduction humaine. Donc, vous entendez ? Ce sur quoi Pfizer s'est focalisé pendant tout le développement de ce soi-disant vaccin, de ces injections anti-Covid-19 et pendant le début des campagnes de vaccination, ils se sont non pas focalisés sur est-ce que ça améliore l'état des poumons des personnes qui souffrent d'affections respiratoires ou sur les muqueuses respiratoires et les membranes. Non, ils se sont uniquement et de façon consistently, ça veut dire de façon régulière, ils se sont focalisés uniquement sur est-ce que ça réussit à diminuer la capacité de reproduction humaine. Et donc, ils disent « The material in the documents makes it clear ». Donc, le matériau dans les documents rend très clair que l'habilité à détruire... oui, c'est ça. L'habilité à détruire la capacité de se reproduire et de causer des avortements spontanés des bébés n'était pas un bug, n'était pas une erreur, mais c'était a feature, c'est-à-dire c'était une caractéristique, c'était un
but. Et d'ailleurs, il y a plusieurs graphiques qui démontrent très clairement que la chute de la natalité et l'immense augmentation des avortements spontanés, les avortements, les fausses couches, les avortements spontanés ou les naissances de bébés morts, eh bien, ce n'était pas une erreur, ce n'était même pas un effet secondaire de ces injections, c'était tout simplement la caractéristique qui était poursuivie par Pfizer. Et maintenant, ça, c'est démontré. Ça, je voulais quand même vous le préciser en avant-première, mais en vous rappelant une chose, c'est rester dans votre cœur, ne basculez pas dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, mais mettez-vous au travail, rejoignez les révolutions fractales dans votre région. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant avec la chronique que j'avais présentée jeudi dernier lors de la dernière émission de Libérer l'info. Et je vous retrouve, en ce qui me concerne, probablement le 6 janvier, lorsque j'aurai terminé ma retraite. Alors, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Et on va commencer par peut-être Jean-Jacques qui veut nous parler des oreilles rouges, c'est ça? Non, de l'EDTA, parce que rappelez-vous, il y a 2 émissions, il nous avait parlé de Anna Mialcea qui parlait des nanotechnologies dans ses injections, et on avait parlé des remèdes avec la vitamine C et le DTA. Et il y a eu une avalanche de questions suite à cette émission que Jean-Jacques a reçue et que je crois, il n'est pas le seul à avoir reçu, j'en ai reçu aussi ma part, pour des personnes qui voulaient savoir vers quel EDTA se tourner. Et donc Jean-Jacques, on va t'écouter pour nous donner la suite de cette chronique. Oui, et je vais commencer par, je dirais, juste un rappel en 1 minute de ce que j'avais fait comme chronique le 31 octobre, qui était donc le dernier jeudi du mois d'octobre, puisque c'est la tradition, c'est que normalement c'est le dernier jeudi de chaque mois que nous faisons Libérer l'info, sauf quand ça tombe à Noël. Voilà. Et donc j'avais présenté un résumé d'une interview que le docteur Anna Maria Mialcea avait accordée à la présidente de Children's Health Defense, qui est donc l'association créée par Robert Kennedy Jr., où elle présentait une partie de ses travaux et elle présentait toute une série d'images qu'elle avait captées au microscope à fond noir, en présentant finalement la présence de nanorobots, donc vraiment une technologie de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre, qui avait cette faculté de s'auto-assembler. Et donc, elle présentait ces nanorobots comme issus du contenu des vaccins, enfin des injections anti-Covid-19. Et ce qu'elle disait aussi, c'est qu'elle s'était rendue compte que ces nanobots sont présents aussi dans le sang des non-vaccinés. Et donc, en conclusion de ma chronique, j'avais dit, la recommandation du docteur Anna Mialcea, c'est de prendre des hautes doses de vitamine C et de procéder à des chélations avec un produit chimique qui est le DTA. Je reconnais que j'ai manqué de prudence, parce que lorsque je dis à l'antenne, alors que je ne suis pas médecin, je vous recommande, ou en tout cas le docteur Mialcea, et je vous le recommande de prendre la vitamine C, etc. Je suis passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, puisque je rappelle, ça Salim peut le préciser encore mieux que moi,
ce qui est réservé aux médecins, c'est de faire des diagnostics, de faire des pronostics, de faire des prescriptions ou des recommandations en matière de santé. Je ne sais pas, Salim, s'il y a d'autres choses qui sont réservées aux médecins ou si ce sont ces trois choses-là, diagnostic, pronostic et prescription. C'est bien ça? Bien. Donc, oui, c'est clair que le diagnostic et la prescription, c'est pour le médecin. Enfin, je crois que ça me paraît évident. Maintenant, qui va empêcher la grand-mère à donner à ses enfants ou à ses petits-enfants les recettes ancestrales qui marchent très bien? Je doute fort que la justice puisse se mêler de tout ça. Donc, mais bon. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire et j'ai été interpellé surtout par mes étudiants de l'Académie de la santé intégrale puisque j'anime une formation depuis 1 an destinée à des gens qui veulent reprendre leur santé en main de façon autonome, mais il y a dans mes étudiants des médecins, des praticiens de santé, des homéopathes, des ostéopathes qui m'ont interpellé en disant « Jean-Jacques, on n'a pas retrouvé l'homme prudent que tu as toujours été dans l'Académie de la santé intégrale où tu nous dis à tout bout de champ, je ne suis pas médecin et je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Bien. Mais je dirais que là où j'ai manqué beaucoup de discernement, et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui sur cette chronique, c'est que je n'ai pas suffisamment vérifié mes sources et j'ai fait une confiance dans les conclusions du docteur Miyal Shea, parce que tout simplement, c'est une femme que je suis depuis des mois et des mois. Je suis abonné à son fil Substack et jusqu'à présent, elle me paraissait faire du bon travail. Et toutes les informations que j'ai reçues depuis lors me font dire que non seulement faites attention, mais en plus, le DTA est loin d'être le produit miracle que elle présente. Et j'en veux pour preuve un article qui a été rédigé par une autre médecin, qui est le docteur Ariana Love, qui elle aussi a un Substack et qui elle n'y va pas de main morte parce que elle traite Anna Maria Miyal Shea de malfaisante et elle la compare au grand-père ou à l'arrière-grand-père Rockefeller qui vendait des remèdes à base de pétrole et qui passait d'un village à l'autre. Donc, c'était l'huile de serpent, le snake oil. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention cet article qui se trouve ici. Vous voyez, donc il y a 10 pages. Et ce que je voulais dire tout simplement, c'est que d'abord, parmi mes étudiants, il y a des professionnels de santé qui m'ont dit ce serait beaucoup plus préférable, effectivement. Bon, d'abord, le DTA, je vais être plus ordonné dans ma chronique. Le DTA, de toute façon, comme la vitamine C, comme n'importe quel remède, ce ne sont pas des choses qui peuvent se prendre en automédication. Donc ça, c'est la première chose. Chaque individu est différent et ce n'est pas quelque chose qui peut se prendre en automédication. Premier point. Deuxième point, j'ai plusieurs personnes qui ont témoigné du fait qu'elles ont fait des chélations, très souvent d'ailleurs pour des intoxications au mercure à cause d'amalgames dentaires qu'ils se faisaient déposer et avaient recouru à des chélations. Et il y a une dame, entre autres, qui me dit qu'elle était venue en Belgique, alors qu'elle est française, pour se faire des chélations pendant 3 ans chez un médecin en Flandre, tout près de la ville où j'ai grandi. Et ce médecin, en fait, faisait un bilan médical avant de commencer, faisait une première chélation en intraveineuse, demandait une analyse d'urine et en fonction de cette analyse d'urine, ajustait tout le protocole. Et
toutes les 10 injections, refaisait un bilan médical, redemandait des analyses d'urine, etc. Donc, en fait, c'est vraiment... alors, cette dame, et il y a plusieurs personnes qui me disent qu'elles ont eu une très belle amélioration grâce à cela, tant mieux pour elles, mais j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, en fait, on n'est pas obligé de prendre des produits chimiques parce que le DTA a énormément d'effets secondaires et ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans l'article de Anna Maria Ariana Love, qui est donc cette médecin qui fait toute la revue scientifique de l'EDTA, un certain nombre de personnes qui m'ont contacté, et ça je ferai un petit résumé que je mettrai sous les vidéos, c'est qu'il existe toute une série d'autres produits chélateurs. Donc un chélateur, c'est un produit qui permet au corps d'éliminer des métaux lourds qui n'ont pas la possibilité de s'éliminer par les voies naturelles ou de façon naturelle. Surtout qu'un certain nombre de métaux lourds vont aller se loger dans les partie plus lipidique, donc en fait loin de la circulation sanguine, donc les émonctoires n'ont pas la possibilité de faire leur travail. Le problème des chélateurs artificiels, c'est qu'ils vont pomper aussi les métaux dont on a besoin, dont le corps a besoin pour être équilibré. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, et ça c'est un des effets secondaires de l'EDTA, c'est que vous pouvez très bien souffrir de ce qu'ils appellent d'une hypocalcémie. Hypocalcémie, ça veut dire un déficit en calcium qui est pompé par le chélateur. Donc, vous croyez éliminer du mercure ou du plomb par lequel votre corps est pollué, et en attendant, vous vous retrouvez avec un déficit de calcium, avec un déficit de magnésium qui peut aller jusqu'à la mort. Et donc, c'est là où je veux vraiment, je dirais, mettre tout le monde en garde, et là je mettrai cela sur ma chaîne, sur mes chaînes privées également, c'est que je dirais éviter de prendre des chélateurs chimiques. Je dirais que c'est la meilleure chose que je puisse dire en conclusion de la lecture de tout ce document, parce que elle parle de tous les effets secondaires qui peuvent exister avec le DTA, que ce soit des effets secondaires sur le système nerveux central, sur le système cardiovasculaire, sur le système pulmonaire, donc des hypocalcémies qui sont létales, et elle cite toute une série d'études qui ont montré cela. Des complications au niveau du système cardiovasculaire, et elle termine en disant que deux médecins qui se sont traités, eux, et qui ont fait partie de la résistance, qui étaient le docteur Roth et le docteur Rachid Buttar, qui sont décédés tous les deux, s'étaient soignés à l'EDTA pour se prémunir de ces fameux nanorobots, etc. Et elle pose la question de savoir, est-ce que ces médecins ne seraient pas morts du traitement qu'ils se sont donnés à eux-mêmes pour éviter ces nanorobots? Mais ce qu'elle dit, et je vais terminer par ça, ce qu'elle dit est encore plus grave, parce que elle accuse Anna Al-Shea d'avoir prétendu un certain nombre de choses qui sont totalement contraires à l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, Anna Al-Shea s'est basée sur des expériences in vitro, c'est-à-dire où elle a fait des expériences, où elle a pris un milieu cellulaire sur lequel elle a mis de l'EDTA. Et in vitro, l'EDTA est un antioxydant. Et d'ailleurs, on utilise le DTA dans toute une série d'expériences de laboratoire dans ce sens-là. Sauf que in vivo, c'est-à-dire dans le corps humain, il a exactement l'effet inverse. Et donc, Anna Al-Shea a simplement fait une extrapolation de ce qu'elle a observé dans les éprouvettes, et
elle a dit, mais c'est un excellent antioxydant, alors qu'en réalité, c'est un oxydant. Donc, ça aggrave l'état de santé des patients. Et d'ailleurs, elle l'avoue également dans une de ses interviews en disant, oui, j'ai quand même eu quelques patients qui sont morts, mais ils sont morts. Attendez, ce qu'elle dit. Attendez, je recherche la phrase parce que ça, c'était quand même. Ah oui, ils sont morts du shedding. Et le shedding, c'est comment est-ce qu'on traduit shedding en français? C'est la contamination par. Donc, ils sont morts de la contamination de leur entourage, alors qu'en réalité, ils sont morts tout simplement des traitements à l'EDTA. Donc, en conclusion, une des personnes de ma communauté me disait, ben, écoute Jean-Jacques, franchement, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être utilisées pour aider le corps à se débarrasser des mauvais métaux sans, je dirais, sans entraver l'équilibre dont on a besoin au niveau calcium, magnésium, etc. C'est la nattokinase, le curcumin, la vitamine D3, la mélatonine, etc. L'artémisia annua, Coriandre. La coriandre, le bleu de méthylène aussi, qui est vraiment un excellent détoxifiant. Donc, je vous dirais, ne faites aucune automédication si vous voulez vous débarrasser des métaux lourds. Et deux, renseignez-vous. Ne faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire de plonger sur une information en ne me basant finalement que sur une seule source. Et donc, je présente mon mea culpa, mais je trouvais important de faire cette petite chronique aujourd'hui pour rectifier l'information erronée que j'ai laissé planer. Maintenant, est-ce que le docteur Anna Mialchea l'a fait de façon volontaire ou par ignorance tout simplement, ou par enthousiasme débordant? Je n'en sais rien, je n'irai pas jusqu'à l'accuser de faire partie d'un complot qui vise à empoisonner les gens qui ne seraient pas vaccinés pour les rattraper d'une autre façon, mais en tout cas, restons très très prudents au niveau des informations que nous diffusons et que nous absorbons. Voilà ma chronique. Si tu permets, je rajouterai un truc important, c'est que on prend ça un peu à la légère, mais il y a des plantes qui sont très très puissantes. Je parle même pas des femmes enceintes qui n'ont même pas le droit de prendre des huiles essentielles, parce que c'est très très puissant. Donc il faut faire attention. Oui, il faut pas s'automédiquer comme ça. Bon, je parle pas de la camomille pour se détendre. Hein. On parle des choses un peu plus sérieuses. Il y a des plantes qui sont, il y a des chimiothérapies qui viennent des plantes. Hein. La vincristine, etc. C'est très, très, très puissant. Donc, faut faire gaffe. Et aussi, il faut faire attention. Quand on est en bonne santé, qu'on a une grippe, ça va. Mais quand on a des insuffisances rénales, hépatiques, vous le savez peut-être pas, mais déjà, toutes les posologies sont divisées par deux. Toutes les posologies classiques qui sont données pour les gens en bonne santé sont divisées par deux, parce que sinon, vous ruinez vos organes. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Hein. Faut se renseigner. Voilà, c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Ça peut faire des dégâts. Absolument. J'ai étudié un peu l'herboristerie, puis c'est vrai ce que tu dis. Il faut se renseigner. Certaines plantes plus nutritives qui seraient inoffensives, ça serait surprenant d'en prendre trop. Mais en général, par contre, les plantes ont une intelligence qui font qu'elle va faire exactement ce qu'elle doit faire. Donc, si quelqu'un réagit violemment à une plante, on va dire « Ah, elle est toxique, la plante. » Non, c'est parce qu'elle était en train de faire ce qu'elle avait à faire sur la personne qui était peut-être très toxique et qui a eu une espèce de purification à faire. Donc, parfois, effectivement, le nettoyage peut être violent. Donc, il faut être Merci pour cette précision, Amélie, c'est vrai. Agnès, tu voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Jean-Jacques. Oui, là, alors j'ai entendu, c'est mon mari qui m'a dit ça il y a 2 jours, et alors je suis végétarienne, donc pour le coup je me sens pas encore complètement concernée.
c'est sur les vaccins qui donc sont faits, déjà on sait sur les animaux, sur les volailles, mais là, 1er janvier, tout le monde y passe. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est l'info de la semaine ou pas? Ok, moi ça m'a déprimé. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'il fallait faire une météo super cool. Non. Mais De parler, le 1er janvier, tout le monde y passe. Pourquoi? et parce que tous ceux qui mangent, enfin je veux dire tous les animaux, les volailles, tout ça, ils seront tous vaccinés à l'ARN messager. Ça, c'est ce que j'ai compris. Oui. Et donc forcément, j'ai aussi du coup, je suis allée regarder. Alors encore une fois, je mange pas de viande, mais des œufs. Donc déjà la question c'est est-ce que aussi quand on mange des œufs c'est pareil et puis quand on mange le fromage est-ce que c'est la même chose? Parce que finalement des métaux lourds ou des ARN messagers ou des trucs qui nous empoisonnent. Effectivement j'ai lu le truc sur le bleu de méthylène donc je me suis dit que j'allais faire un énorme stock de bleu de méthylène mais en réalité c'est pas crédible. On peut pas ne plus manger pour enlever les métaux lourds qu'on a dans notre corps si on veut être un peu réaliste. Ben oui. Bah oui. C'est une question que je pose, parce que moi, j'y connais rien et je suis une novice là-dedans. Ben non, il faut pas s'empoisonner. Non, il faut éviter de s'empoisonner. Hein. C'est le corps humain, c'est pas tu mets un truc après tu l'enlèves, ça marche pas comme ça. Hein. Et il y a trop de variabilité biologique, faut pas prendre ce risque. C'est énorme. Oui, mais du coup, ça veut dire que, alors encore une fois, étant végétarienne, du coup, je vais pas souffrir de la première vague de tous ceux qui vont continuer de manger de la viande. Ok, mais même, je suis végétarienne, pas végétalienne. Donc du coup, la question c'est est-ce que tout ce qui est métaux lourds ou ARN messager, parce que c'est plutôt ça qui m'inquiète. Voilà, est-ce que ça va, de qui est de la poule ou l'œuf là? Si la poule elle est vaccinée, est-ce que l'œuf aussi il aura l'ARN messager à l'intérieur ou pas? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il va que je me fasse des petites picouzes tous les matins de bleu de méthylène en fait? Non, mais de manière réaliste, c'est une vraie question que je pose. Mais faut se procurer des œufs de bonne qualité, c'est tout. Il faut aller chez le fermier qui est comme nous. Il faut créer son réseau et voilà. Oui, mais ce sont les seuls qui du coup vont eux se taper des contrôles sanitaires. Oui. Sinon c'est pas marrant parce que les rares contrôles qu'on a, bizarrement, c'est toujours on les met toujours en action quand il faut aller faire chier en gros. Parce que s'ils ne sont pas vaccinés à l'ARN messager, c'est très dangereux, j'imagine. C'est quoi l'argument? Mais non, mais il n'y en a rien. C'est juste pour éviter que tous les cheptels soient décimés par leur putain de grippe aviaire ou bovine ou que sais-je. Ouais. Et donc, voilà, là, ils vaccinent la filière bovine, ça fait un moment déjà. Mais là, ça devient obligatoire partout et l'agriculture biologique n'y échappe pas non plus parce que en bio, ils ont la possibilité de ne pas vacciner, mais ils ont la possibilité de le faire. C'est pas contre-indiqué dans l'agriculture biologique. Pour info, moi, je suis dans le sud de la France, donc dans un pays qui est très agricole. Il y a beaucoup d'agriculture biologique. Pays de fort calquier, c'est quasiment, je crois, ceux qui sont le moins vaccinés. Donc, je suis entourée de gens qui ne sont pas vaccinés, avec des petites fermes à droite à gauche. Donc, certes, mais avant de mettre leur histoire là de poulet là où on va les vacciner au grain, ils avaient déjà mis en place le fait que maintenant les particuliers quand ils ont des poules, ils sont obligés de les déclarer. Oui. Donc en fait en amont, il y avait déjà le truc qui était conduisent sans assurance. Hein. C'est pas encore le cas. Ils sont pas. Il y a pas 1 million de Français qui quoi? Il y a 1 million de Français conducteurs qui conduisent sans assurance, c'est pourtant obligatoire. Hein. Donc il y a moyen d'avoir 1 million de Français qui fassent de l'élevage de poules sans le déclarer. Il va rien se passer. Je vois pas. Après, par contre, scientifiquement, si on parle d'ARN messager, je sais pas si vous vous souvenez des giga frigos à moins 70 degrés, etc. pour conserver. Après, ça a sauté, c'est passé au frigo de classique à 6 degrés. L'ARN messager, il peut pas résister à la cuisson. Hein. C'est impossible. Hein. Mais c'est même pas concevable. Sur le feu à 100 degrés, l'ARN messager, il est désintégré. Parce qu'il n'y a plus rien, en fait, du coup. En fait, à 100 degrés, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même les éléments nutritifs de ce que tu es en train de cuire, il n'y a plus rien qui existe. Okay. Et l'ARN messager aussi. Okay. Les lignes protéiques, toutes les molécules de protéines. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça change de couleur, que ça change. Parce qu'il y a une dégradation, un changement dans la structure atomique. Parce que ça brûle. Donc, moi, j'ai pas peur de ça. J'ai peur d'autre chose. De ce que peut produire
l'ARN messager dans la bestiole, et etc. Mais faut pas croire qu'en mangeant, à part un steak tartare, ouais, c'est vrai, ouais. Bon, il y en a qui mangent cru. Bon, après. Et puis tous ceux qui font du bodybuilding, hein, quand ils avalent leurs œufs complètement crus là le matin, c'est pareil. Du coup, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Ouais, là par contre, ouais. Oui, et dans les vaccins entre guillemets qui sont en train de mettre sur le marché, et je rappelais dans l'émission précédente que Bill Gates a financé les recherches pour un vaccin contre les pets de vache. Et ça, c'est pas une blague non plus. Ça, il a vraiment fait un vaccin contre les pets de vache. Oui, ben parce qu'en fait, pour sauver la planète, c'est ça. Oui, mais pour sauver la planète, puisque en fait, les pets de vache, comme vous le savez, sont responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc là, Bill Gates a mis plusieurs millions de dollars dans le développement de vaccins pour les pets de vache. Mais là, on est vraiment dans de la science-fiction parce que sinon, du charbon, ça marche aussi. Hein. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est que quand je regarde les travaux qui ont été faits internationalement, entre autres en Argentine, mais aussi au Mexique, aussi en Italie, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de substances dans les injections ARN messager et entre autres des substances qui, elles, ne sont pas dégradables avec la température parce que à la limite, oui, les ARN messagers, ça pourrait effectivement être dégradé par la cuisson, mais les nanoparticules, les nanotechnologies et tous ces ingrédients, hein, je le rappelais la fois dernière, je crois que c'est 53 ingrédients chimiques non déclarés dans les fioles de Pfizer. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a toute une série de métaux, et d'atomes qui se trouvent dans le tableau périodique des éléments en chimie, qui se retrouvent dans la mixture qu'on nous présente comme le vaccin anti-Covid. Et ça ne se dégrade pas. Et en plus, ça c'est juste pour vous déprimer complètement, Agnès, c'est que moi qui fais un petit jardin, sans pesticides, sans herbicides, sans rien du tout, je ne suis pas à l'abri des chemtrails qui, eux, balancent les mêmes produits que ceux qu'on injecte dans le corps des animaux. Donc, en fait, même quand on est végétarien, je dirais la seule solution, c'est de devenir pranique. Non, parce que là, on respire l'air pollué quand même. Non, mais tu restes chez toi. Le prana énergétique, il va être pollué. Moi, je dirais qu'une solution, c'est de ne pas trop s'angoisser aussi. Voilà, sûrement. Oui, voilà. Je pense que ça peut être une bonne solution. Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est là où on voit l'intention ouvertement génocidaire des gens qui sont à la manœuvre au niveau médical. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire barrage à tous les accords qui pourraient donner les pleins pouvoirs à l'OMS. Chloé en parlait en début d'émission. C'est clair qu'il faut faire barrage à cela. Il faut démanteler les ordres des médecins qui sont là pour protéger les big pharma et pour protéger ces projets génocidaires. J'ai dit dans une de mes vidéos il y a quelques mois de cela que la classe professionnelle qui a le plus adhéré au national-socialisme en 1933, ce sont les médecins. C'est quand même extraordinaire. Hein. Proportionnellement, ce sont les médecins qui ont répondu le plus pour soutenir le projet d'Hitler à partir de 1933. Ça fait quand même réfléchir quand on regarde la maltraitance dont les médecins sont complices depuis, je dirais, que Rockefeller a mis son grain de sel dans la santé, c'est-à-dire depuis 1906. C'est bien ça. C'est à partir de là que tout a dérapé au niveau de la médecine.